Vidéo 7 de Phil Lucie. On est chez Philippe. On a tardé à faire cette vidéo parce que tous les deux, on était dans les rénovations de maison. On n'en est même pas sorti, mais on fait une petite parenthèse de ces travaux pour nous adresser à vous. Aujourd'hui, ce dont on veut parler nous semble essentiel. Ça se situe en fonction de cette crise qu'on vit, qui est souffrante, mais tous les deux, on a une vision positive de cette issue. À la fin de cette crise, il y aura quelque chose de merveilleux. Et on veut vous en parler, puis on veut vous expliquer pourquoi ce dont on parle depuis le début de Phil Lucie est en lien avec cette crise, est une réponse à cette crise, finalement. Alors, dans cette crise, plusieurs en ont parlé, on vit une transition, un changement de paradigme, c'est-à-dire que les idées qui sont derrière la mise en place d'une société, toutes ces idées-là qui concernent tous les domaines, on peut appeler ça le paradigme. Et à l'intérieur de ces domaines, il y a aussi l'aspect spirituel qui concerne notre réalité matérielle, mais notre réalité immatérielle aussi. Alors, on est dans ce changement-là et ce dont on parle amène à croire qu'il y a moyen de s'en sortir. Il y a moyen de s'en sortir et en apprenant ou en redécouvrant des aspects de notre réalité qu'on a ignorés depuis un bon bout de temps. Il y a quelque chose que tu as dit, Philippe, et que tu dis souvent dans tes conférences qui nous rejoint tous les deux, c'est cette vision positive et tu l'as à cause de tes connaissances comme d'un spécialiste en intelligence artificielle. Est-ce que tu peux résumer un peu d'où te vient cette vision optimiste du futur? Oui, il y a plusieurs points, hein. Peut-être que le principal vient effectivement de mes compétences en intelligence artificielle qui m'ont permis d'anticiper le futur du grand marché des objets connectés qui peine à démarrer depuis le début des années 2010. C'est-à-dire que moi, j'ai fait beaucoup d'intelligence artificielle dans les années 2000. J'ai notamment développé des identifiants numériques, d'ailleurs, pour Thales. Et je me suis un peu lancé dans tout ça au moment où finalement je prenais mes distances avec l'intelligence artificielle et j'anticipais un avenir où chacun d'entre nous serait équipé d'un identifiant numérique. À cette époque, on était déjà capable de réaliser ça, hein. Et simplement, ça a mis très longtemps à apparaître. Et au lieu d'apparaître comme je l'aurais pensé, c'est-à-dire au lieu que finalement apparaissent sur le marché des IA personnalisées qui permettent de vous rendre un tas de services grâce au fait qu'on porte sur soi un identifiant en permanence. Donc, par exemple, bon, c'est un peu comme une extension du GPS. On voit les services que nous apporte le GPS, sauf que là, avoir sur le cloud des IA personnalisées qui nous permettent de faire tout ce qu'on veut, qui nous rendent un tas de services où qu'on aille, qui nous aident dans tous nos déplacements, c'est le GPS puissance 10. Hein, nous aider à trouver tout ce qu'on cherche, même si on n'est pas au courant qu'on le cherche, nous rappeler tout un tas de choses, tout un tas d'avertissements, etc. Bon, tout ça, c'est quelque chose dont je pensais que ça allait se développer vers la fin des années 2010. Et puis, ça a piétiné, ça n'a pas vraiment apparu. Et en fait, la première application qui est apparue des futurs identifiants mobiles, hein, parce que pour l'instant, on a affaire au QR code. La première application qui est apparue comme cherchant à s'imposer envers et contre tous, c'est une application de contrôle. Ouais. Voilà. Et là, je me suis dit, tiens, c'est quand La même passe bizarre. sanitaire, la passe vaccinale. Voilà, parce que l'intelligence artificielle, elle est neutre, elle a des applications positives, elle a des applications négatives. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on fait apparaître les applications négatives. Et donc, on génère une peur, un épouvantail qui fait que les gens vont avoir peur du numérique. Alors que le processus normal aurait été de rentrer dans les applications positives et de se faire piéger par ça. Et ensuite, une fois qu'on ne peut plus se passer de l'identifiant, ben, on se retrouve naturellement piégé
par donc l'utilisation de cet identifiant pour payer, puis après on a une monnaie contrôlante et après on entre facilement dans le transhumanisme. Voilà. Et donc je suis devenu optimiste parce que finalement on reçoit l'avertissement et on va donc pas tomber dans ce piège. Alors, c'est comme si, d'un côté, cette crise était un obstacle au transhumanisme, cette crise étant la dite pandémie. C'est ça. Et j'ai envie d'ajouter mon point de vue qui était de dire, cette crise, elle était tout de même nécessaire pour nous, les humains, nous sortir d'un système dans lequel on était, un système, un monde, un univers qui nous apparaît pour certains d'entre nous très virtuel maintenant, une histoire qu'on nous raconte qui n'est pas connectée à la réalité, qui est beaucoup plus que ce qu'on en pense maintenant. Et c'est de ça qu'on parle justement, cette réalité qui est non seulement matérielle, mais aussi immatérielle. Alors, Voilà. du point de vue du... Oui, tu veux rajouter quelque chose? Ouais. Donc, on assiste à c'est mon interprétation, on assiste à la disparition d'un ancien futur. Et donc, c'est difficile, ça crée évidemment tout un tas de problèmes. On assiste à l'effondrement d'un ancien système. Et tous les signes de basculement d'un ancien futur vers un nouveau futur sont là. Mais enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, j'en ai parlé beaucoup dans des conférences. Ouais. Et ça fait beaucoup enfin, à la longue, enfin, on peut, et d'ailleurs c'est très important de recenser toutes les raisons d'être optimiste concernant l'avenir. Alors bien évidemment, on va traverser un abîme parce qu'on on va pas vers le positif sans grande difficulté. Donc il faut descendre dans l'abîme afin de pouvoir remonter, descendre dans l'abîme. Qu'est-ce que c'est que cet abîme? C'est essentiellement l'abîme du mensonge, l'abîme de la fausseté de cette organisation sociale basée sur la rentabilité, etc. C'est la fausseté du matérialisme, c'est l'abîme de tout ce qui est erroné et dont on va devoir se débarrasser pour revenir vers l'humain. Donc, c'est en lien avec ce que je disais, c'est-à-dire ça prenait cette crise pour nous faire réaliser le mensonge dont tu parles, ce monde virtuel, illusoire dans lequel on était et qu'on croyait vrai. Tu dis, ça prenait ça, bon, il fallait aller plonger dans l'abîme. Il y a des gens qui disent que c'est pas nécessaire d'aller dans l'abîme, mais nécessairement, on vit une grande souffrance, une résistance. Quand tu parles de l'ancien futur, quand il y a un changement, il y a toujours de la résistance sur le plan Oui. psychologique. Alors, pour ajouter à ça, j'ai envie de te dire pourquoi moi, je voyais qu'il y avait nécessairement une issue positive. Résumer là, beaucoup mon idée là-dessus, c'est de dire qu'à chaque fois, tu vois, moi-même, j'étais conditionnée, j'étais dans ce monde-là. À chaque fois qu'il apportait une nouvelle restriction, des contraintes liées à cette dite pandémie, j'étais consciente que les contraintes créent une réaction chez l'humain. Et cette réaction nous amène à, bon, essayer de comprendre, mais c'est bien étrange, c'est bien malsain. Et cette recherche-là que certains individus ont fait, ont été poussés à connaître autre chose que ce qu'on présentait par les gouvernements et les médias. Et il y a eu au départ un petit nombre de personnes qu'on a appelées conscients, éveillés, peu importe les noms, les termes qui sont utilisés, mais ces gens-là qui en savaient plus que la population en général, c'est un petit nombre, mais nécessairement, comme les contraintes vont aller de plus en plus, vont être de plus en plus absurdes, insensées et excessives, il y aura toujours plus de personnes. Ce nombre-là va aller grandissant nécessairement. D'une part, il y aura un moment où le nombre va être suffisant pour créer un point de bascule qui peut être très progressif. Et encore, ma supposition, c'est que lorsque on bâtit une société sur la base de contraintes exclusivement ou de contrôle, il y a un genre d'autodestruction de la société avec les gens qui restent accrochés à cette forme de société. Aujourd'hui, on veut parler du libre arbitre parce que c'est au cœur de ces choix qu'on fait pour sortir du système puis aller vers soi-même, aller vers quelque chose qui rejoint davantage nos valeurs. Alors, on plonge là-dedans avec deux notions aussi qui me semblent importantes dans ton modèle, c'est le moi et le soi. Dans ton modèle, on parle de ça en psycho aussi, mais il y a des choses très intéressantes que tu as à dire là-dessus, puis entre autres, l'idée de cette comparaison entre le cerveau gauche analytique et ce que tu as appelé, ce que tu pourrais appeler la synthèse vibratoire. Veux-tu nous en parler un peu? Dans les vidéos précédentes, on avait déjà parlé de ces deux aspects de la conscience analytique intracérébrale et la conscience intuitive qui,
elle, n'est pas liée fondamentalement au cerveau, elle est vibratoire, elle survit. Hein. Et c'est essentiellement cette conscience-là qui est ignorée des scientifiques, en fait, qui fabrique l'intelligence émotionnelle. D'accord? Donc, l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est une intelligence complémentaire de celle du cerveau gauche. C'est une intelligence complémentaire de l'intelligence rationnelle, cartésienne, analytique, cérébrale, etc. Tout est basé sur l'analyse, la classification, etc., le raisonnement, les modèles, où on est obligé de donc trier l'information, de sélectionner, d'enlever tout ce qui ne va pas, etc. Alors que l'intelligence intuitive, vibratoire ou, disons, émotionnelle, c'est-à-dire le ressenti, tout ce qui est du domaine du ressenti, c'est une intelligence qui prend tout et qui est capable d'avoir une perception instantanée, immédiate d'une situation sans être capable d'expliquer comment est-ce qu'elle en arrive là. D'accord? Ça existe. C'est la base des deux formes d'intuition. Les deux formes d'intuition, l'intuition basée sur l'expérience acquise, où là, il n'y a pas de transcendance, c'est juste le fait que lorsqu'on a accumulé une très grande expérience, comme par exemple le professeur Raoult, on est capable de dire, face à une situation qui est très complexe, que bon, ben voilà, il faudrait faire ça et non pas ça. Et on ne sait pas trop l'expliquer, on risque de se perdre en l'expliquant, mais bon, c'est quand même bien de se fier à ce genre d'expérience. Et puis, il y a l'intelligence intuitive, cette fois-ci, qui implique une reliance, qui implique une connexion, donc en dehors du cerveau, bien sûr, et où là, on sait, enfin, on en a déjà parlé, c'est la sensation de joie qui valide la notion d'information qui vient de l'extérieur, hein, donc du cerveau. Et donc, ces deux types d'intelligence, donc expérience, reliance, composent l'intelligence émotionnelle, et c'est cette intelligence émotionnelle qui, justement, qui justifie notre libre arbitre. Parce que c'est une intelligence qui est supérieure à l'intelligence analytique lorsque la situation est trop complexe. Lorsque la situation est trop complexe, l'intelligence, on va dire, scientifique, puisque la science, finalement, ne travaille qu'avec une moitié du cerveau, elle est complètement en dehors. Elle va sélectionner un aspect qui lui paraît clair et virer tout le reste. Et ça, c'est pas bien. Ça amène à toutes les dérives qu'on connaît et qu'on a vécues. Hein. Alors que l'intelligence émotionnelle, liée au bon sens, elle va savoir exactement comment se positionner par rapport à une situation complexe. Donc ça, c'est la base du libre arbitre, parce que on a beau dire, voilà, nous avons des super experts avec des super calculateurs en qui il faut se fier pour savoir ce qu'il faut faire en telle situation, et donc le gouvernement qui a les moyens euh, de convoquer ces experts est capable de déterminer quelle est la meilleure attitude en face de cette situation complexe qu'on a vécue. Eh bien non, bien non. Là, en face de cette situation complexe, au contraire, c'est la diversité qui prime, et c'est donc ce type d'intelligence émotionnelle qui est requise, et c'est la base du libre arbitre. Sans que je ne sais pas si tu es conscient, mais tu as abordé plein de choses en même temps. J'aimerais revenir sur certains éléments. Quand tu dis à toute fin, bon, face à une situation complexe, le gouvernement ou les médias nous ont fait des propositions qui ont été achetées par certains parce que c'est pas gérable sur le plan analytique de comprendre tout ça et d'arriver à une solution. Il y a un auteur, Daniel Kahneman, qui est je crois que il a gagné un prix Nobel, je crois que c'est en économie, mais c'est un psychologue. Et il disait, sa conclusion après toutes ces années de recherche, c'est de dire le cerveau humain est paresseux. Et quand on lui propose des phrases toutes faites, ça rassure, ça soulage le cerveau et il est porté à s'accrocher à ces phrases-là. Et dernièrement, j'ai commencé à lire le livre Nudge aussi, qui parle de ces coups de pouce qu'on utilise en marketing, qui sont des images ou des phrases toutes faites qui permettent aux gens inconsciemment d'adhérer à des choses. C'est comme une influence inconsciente qui est utilisée en marketing, mais maintenant en politique aussi. Alors, ce que j'en comprends maintenant dans ce qu'on vit, c'est qu'on a un choix. On a un choix de
d'être paresseux, puis d'acheter des phrases toutes faites Mhm. qui nous viennent, dit-on, de certains experts, ou encore on a le choix de revenir vers soi dans une connexion à l'intelligence émotionnelle, à quelque chose qui nous dépasse, aussi cette reliance dont tu parles et qui a été exclue de la science depuis si longtemps et pourtant qui existe. Et quand on fait ces vidéos de Phil Lucie, c'est justement de remettre sur la table des choses qui font partie de notre réalité, qui ont été discréditées. Alors, quand on dit « suivez votre cœur », écoutez votre cœur, revenez à votre intuition, ça peut paraître encore très ésotérique parce qu'on est encore enraciné dans cette science qui nous a dit bah, ça vaut pas rien, ça, alors qu'on redécouvre qu'au contraire, on vit dans un monde mondial, c'est-à-dire qu'il y a plein d'informations qui circulent, trop d'informations pour notre petit cerveau, et on doit trouver une solution pour s'en sortir et donner un sens à notre vie. Et c'est vraiment la voie qu'on propose, nous, c'est, bon, il y aura toujours un besoin d'utiliser notre mental, évidemment, quand on parle tous les deux, on utilise nos connaissances, notre façon d'interpréter les choses, mais aussi de faire plus de place à notre cœur, à nos intuitions pour prendre des décisions. Et quand on parle de libre arbitre, c'est d'établir un jugement sur ce qu'on vit et ensuite d'orienter nos actions à partir d'un choix, de choix qu'on fait ou de décisions. Alors, c'est hyper intéressant. J'aimerais qu'on continue notre vidéo en parlant de points qui justifient le libre arbitre. Oui. Alors, il y a ces instances du moi et du soi dont j'aimerais que tu nous parles pour qu'on puisse aider les gens à comprendre aussi en quoi ça a un lien avec le libre arbitre. Alors, on peut faire, faisons l'hypothèse, qui n'est plus une hypothèse pour moi, celle de la reliance, c'est-à-dire la possibilité que nous avons de nous connecter à plus grand que soi, à soi, pour finalement mettre à jour le système que l'on constitue. D'accord? C'est-à-dire, c'est un peu comme quand on se connecte au soi et qu'on acquiert une information qui n'était pas dans notre cerveau et qui va changer notre état de conscience, c'est un peu comme une mise à jour du système. Bon, faisons l'hypothèse que ça existe. Et donc là, on a deux situations possibles. Nous sommes des navigateurs dans l'espace-temps. Et donc, soit nous avons un système de navigation qui est notre mental et qui nous permet d'être adaptés à la société qui a ses exigences, etc., à travers lesquelles on est obligé de passer, de se plier pour arriver à réaliser finalement le meilleur. Si on convoque en permanence la reliance, on va peut-être ressentir ce à quoi on est destiné, mais si on est pleinement pris là-dedans, on risque aussi de sortir de ce système-là et de ne pas rentrer dans les contraintes. Et inversement, si on ne tient pas compte de cette reliance, on risque de suivre la voie de l'ego, et là, c'est pas bon non plus. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux extrêmes. Et le moi, je pense que la meilleure façon de se réaliser, c'est de prendre la voie du milieu entre ces deux extrêmes que constituent aucune reliance et s'adapter complètement à un système comme si nous vivions dans un monde complètement matérialiste, et se relier, mais donc au risque de finir dans un monastère, finalement de profiter de cette connexion pour être plus heureux, parce que c'est cette connexion qui nous apporte le bonheur, hein. C'est la joie d'exister. Cette joie d'exister, elle n'est pas fabriquée par le cerveau. C'est la conscience pure. Et donc, si on veut vraiment réaliser le meilleur de soi dans la matière, en fait, il faut s'ajuster entre les deux. Et donc, c'est une situation qui fait que le libre arbitre doit être donné au moi et non pas au soi. C'est-à-dire que même si le soi peut nous guider, en présence de certaines situations où il y a des contraintes, seul le moi peut vraiment décider, bon, j'y vais ou j'y vais pas, bon, allez, j'y vais. Voilà, donc le libre arbitre est déjà justifié par ça. D'une part, je trouve que c'est très rassurant d'entendre ça, parce que les gens
se disent, bon, on part de loin, là, on vit dans une société avec des contraintes, comme tu le nommes, et j'ai déjà vu dans une recherche que les contraintes, ben, c'est la santé mentale, parce que sans contraintes, on a du mal à donner du sens à ce qu'on vit, là. C'est pour ça que c'est bien important, je trouve, d'apporter ces nuances-là. Alors, d'abord, c'est rassurant de savoir qu'on est tous, moi je vois ça comme une évolution, on est tous en évolution à partir d'un conditionnement, c'est-à-dire qu'on est devenu quelqu'un d'autre que soi, tu vois, en répondant aux exigences d'une société dans laquelle on est en ce moment, puis on évolue vers cette connexion, au soi, à quelque chose qui nous dépasse. Et l'entre-deux, ben, c'est la situation qu'on vit présentement et on n'a pas à se culpabiliser si on reste attaché à certaines contraintes, à certaines valeurs actuelles du système. Quand tu dis, par contre, que le libre arbitre, bon, je ne me souviens plus du terme que tu as utilisé, mais il est vraiment en connexion avec le moi, j'ai l'impression qu'il y a les deux, comme tu le disais souvent. Il y a à la fois notre expérience qui peut nous inspirer, sur lequel on peut porter un jugement, nos connaissances, mais aussi ces intuitions, cette émotion, cette joie dont tu parles. Je trouve ça important d'y revenir parce que j'entends souvent élever vos vibrations. Tu sais, c'est vraiment une expression qu'on a de ce temps-ci. Et je me dis, élever vos vibrations, c'est un peu comme dire à la personne, aie confiance. Et c'est impossible, là. On ne peut pas dire les choses comme ça. Et confiance, ben, la confiance, ça se développe avec des conditions. Et la joie dont tu parles, comme je parle de bonheur, parce que c'est mon créneau à moi aussi, c'est possible dans la mesure où on s'offre des conditions. Alors, on va éprouver la joie et le bonheur quand, par exemple, on va marcher à la montagne, comme on a fait hier, ou encore on a des images d'un futur agréable, un projet qu'on a, qu'on veut réaliser, qui nous rend heureux. Et toutes ces sources de bonheur créent une vibration qui nous font du bien, qui correspond à notre santé intérieure, notre santé mentale et physique, et vibre, donc émane de nous et peut influencer le monde extérieur. Tout à fait. C'est bien intéressant. Tu voulais, tu as dit quelque chose qui m'a frappé hier quand on en a parlé puis qu'on préparait la vidéo. Tu as parlé de la vision du futur comme d'un obstacle. Oui. Alors ça, c'est vraiment intéressant et c'est le deuxième point dont on voulait parler. Voilà, c'est la seconde raison qui justifie la voie du milieu. C'est-à-dire que si on était pleinement relié au soi, on finirait par ressentir le soi à tel point qu'on verrait notre destinée. On ressentirait, on aurait connaissance de notre futur, on aurait pleinement la sensation que nous allons vivre telle chose et que rien ne peut nous arrêter. Sauf que le futur change en permanence, donc c'est pas aussi simple. Et si on n'a pas suffisamment évolué pour comprendre les raisons, par exemple, de traverser certaines épreuves, on risque de ne pas les traverser. Et donc la vision du futur qui proviendrait d'une excellente connexion au soi serait contre-productive. Donc parce que bon, moi, j'ai moi-même traversé des épreuves, on ne les comprend pas avant de les avoir vécues. Et donc, si on vous dit, si vous avez la connaissance d'un futur vers lequel vous allez, vous n'êtes plus la même personne, et qu'on vous dit, voilà ce qui vous est promis, c'est super, n'est-ce pas? Mais vous devez traverser d'immenses épreuves. Et d'abord, vous n'avez pas la sensation, franchement, d'être cette personne que vous allez devenir. En plus, vous n'avez pas la garantie d'y arriver. Vous n'avez pas envie d'y aller, hein, puisqu'il s'agit de devenir quelqu'un d'autre que ce que l'on est. Donc, on n'irait pas. Donc, bon, il y a plein d'autres raisons qui font que la vision du futur que l'on a à vivre serait contre-productive. Et donc, ça justifie le fait que, encore une fois, le libre arbitre est nécessaire parce que c'est un peu comme une espèce d'aiguille qui doit se positionner, de compteur, hein, qui doit se positionner entre le tout savoir d'avance ou le ne rien savoir et naviguer en aveugle. Si on navigue en aveugle, on est dans le conditionnement, on est dans l'inconscience, c'est la voie de l'ego et on va dans le mur. Si on navigue en voyant d'avance tout ce qu'on va vivre, et ben pareil, on va aller dans le mur parce que c'est contre-productif. Et donc, il y a un dosage entre les deux qui est nécessaire. Et c'est la seconde raison pour laquelle le libre arbitre est fondamental. Il y en a une. Oui. Troisième. Oui, mais avant d'aller plus loin, je trouve ça vraiment, c'est comme si j'imagine en t'écoutant deux axes. Un axe qui nous amène à être entre les deux.
entre cette expérience et puis la reliance, puis entre le moi, le soi, etc. Puis je vois un autre axe qui est un axe évolutif. Parce que ce que tu dis, c'est vrai. Je serais la première à pouvoir en parler parce que les gens résistent, évidemment. Si c'est une expérience négative qu'on voit dans le futur, ben oui, il va y avoir une forme de résistance pour y aller et puis pour avoir envie même d'y aller. En même temps, j'ai envie de te dire que, bon, dernièrement, il y a une personne qui m'a envoyé une recherche qui a été faite de J. Weiss, qui est un psychologue qui a fait une expérience avec les rats, malheureusement, où il les a soumis à des chocs électriques. Et il y a un groupe de rats qui pouvait prévoir à l'avance ces chocs. Très intéressant, et un autre qui ne pouvait pas les prévoir. Et le groupe qui pouvait les prévoir sans les éviter Ouais. s'est retrouvé sans stress et sans maladie. C'est Ouais. incroyable. Il y a eu un troisième groupe qui pouvait à la fois les prévoir et les éviter. Puis, évidemment, c'est le groupe qui s'en est le mieux sorti. Mais tout ça pour dire que dans cette évolution dans laquelle on est, il y a, réponse à apporter à ça. je vais juste terminer, il y a des gens qui, de plus en plus, développent une capacité de voir les choses. Un peu comme nous, on dit, il y a une issue positive à ce qui s'en vient, malgré la souffrance qu'on traverse. Alors, je pense qu'il faut aussi nuancer les propos en disant qu'il y a une évolution qui nous amène à la fois à être un petit peu plus en contact avec une vision sans temps, tu vois, hors temps, qui nous permet de savoir un peu ce qui s'en vient, mais dans le lâcher-prise, c'est-à-dire avec une attitude qui nous permet de ne pas s'inquiéter de ça et de voir ça un peu comme à l'extérieur de soi, comme une réalité terrestre, mais qui n'est pas aussi importante, on va dire, ou qui est différente d'une réalité qu'on pourrait considérer hors temps, hors terrestre, divine. Tu voulais rajouter de quoi? Juste, on a besoin du mental calculateur pour se comporter au mieux dans une optique à court terme. C'est-à-dire qu'à court terme, le cerveau est parfaitement capable de calculer ce qui va arriver et donc plus de conscience implique plus d'intelligence, implique plus de relaxation face à ce qui va arriver puisqu'on le voit et on sait parfaitement se comporter grâce au cerveau cette fois-ci à court terme. Oui. Donc voilà, il y a le long terme implique donc le développement de l'intelligence émotionnelle, vibratoire. Le court terme donc implique le développement complémentaire du cerveau gauche, cerveau droit. Oui, puis en même temps, j'ai envie de te dire, avec l'âge, bon, on est bien placé pour en parler, on développe une expérience qui nous fait prévoir un peu à l'avance les comportements des autres et qui nous permet de relativiser certains événements qu'on pourrait prendre très, très à cœur quand on est plus jeune. Alors, on sait que même si, par exemple, on vit une difficulté relationnelle, on sait que ça va passer. Alors, il y a les deux. C'est ça qui est important. La réalité, c'est nuancé. Dernier point qu'on voulait aborder, c'est ce que tu as appelé l'ego spirituel, où le cerveau peut nous leurrer. Oui, alors c'est encore une fois une histoire d'équilibre entre deux extrêmes. Oui. Parce que le cerveau est un grand simulateur et que lorsque le cerveau est amené à comprendre et à analyser le fait que à certains moments, on va pouvoir se relier, capter une information qui peut être une intuition géniale, et donc avoir une nouvelle résolution qui va offrir un gain, puisque ça va nous permettre de bien nous réaliser. Donc le cerveau, il se dit, bon sang, mais et donc voilà, il va théoriser tout ça, un peu comme comme je théorise moi-même le phénomène de synchronicité, par exemple, et il va essayer de s'emparer de la chose, c'est-à-dire que le cerveau va nous faire croire qu'il est arrivé à se connecter, il va nous faire croire qu'il a ressenti cette joie qui valide cette information sous forme de plaisir. Et donc, il va simuler cette connexion. Et là, on va se retrouver dans une situation équivalente à l'ego, sauf que ce sera un ego spirituel. D'accord? Et donc là, il y a un risque de se leurrer. Et ce n'est pas évident, donc la solution, c'est vraiment de plonger dans l'authenticité, dans vraiment savoir se remettre en question, et surtout, c'est l'humilité. Eh oui. La solution, c'est l'humilité, c'est-à-dire que si on se sent supérieur parce que notre cerveau
a compris qu'il doit être esclave de cette connexion, il va essayer de se la fabriquer. Et donc là, il faut absolument développer l'humilité parce que non. Et donc l'humilité est liée à l'authenticité et à la compréhension du fait que nous sommes des êtres complètement imparfaits, que nous ne sommes pas en mesure de tout capter. C'est aussi la nécessité d'être prudent, de surtout pas se sentir supérieur, laisser venir les choses et puis vraiment attendre authentiquement la signature du vrai, quoi, et donc pas tomber dans ces pièges du mental. Et là encore, on est face à deux. Oui, exactement. Tu m'enlèves les mots de la bouche parce qu'on est en apprentissage sur Terre dans cette crise-là. Et ce qu'on a valorisé dans le système, dans l'ancien monde, on va dire ça comme ça, dans lequel on est encore, c'est justement cet ego-là, OK, de réussir, d'image. Alors que j'ai le sentiment que pour une plus grande connexion, on doit réapprendre l'humilité, le lâcher prise, la reconnaissance qu'il y a quelque chose de plus grand que soi. Et souvent, les gens vont confondre le libre arbitre à la volonté. Ouais, oui. J'aimerais qu'on termine avec ça parce que c'est le leurre aussi. C'est un leurre de penser qu'on va obtenir le monde qu'on veut en partant de soi. Alors que c'est comme tu dis toujours, entre les deux, ça nous prend de soi. Notre unicité est importante. On a une fonction sur cette terre. On est né comme on est et très différents les uns des autres. Alors, il y a sûrement une raison à ça. On doit partir de ça, mais aussi s'ouvrir à plus grand que soi dans l'humilité, de reconnaître qu'il y a quelque chose de supérieur et qui guide, qui éclaire notre voie. Tu sais, le chemin qu'on prend, la bifurcation dont on a parlé, il vient non seulement des intuitions, de nos connaissances, de nos expériences, mais aussi de l'éclairage qui nous vient de l'extérieur. Tout à fait. Et donc, tu voulais que je réponde sur la volonté? Bon, on finit avec ça? On finit avec ça, Oui. d'accord. Et ne pas confondre la volonté et l'intention, ne pas non plus confondre les différents types d'intentions. Quand je parle d'intention que l'on capte, c'est donc validé par l'émotion, hein. C'est là qu'il y a une reliance. Donc, on part sur une nouvelle résolution et qui nous fait aller vers, a priori, un nouveau futur. Si à ce moment-là, la volonté s'empare de cette intention, cette volonté va être tout simplement le cerveau à l'œuvre. On se met au travail. Et donc là, on est sur quelque chose de positif au niveau de la volonté. Si par contre, la volonté, c'est celui qui pense que il suffit de vouloir un objectif et on va le réaliser, là, on est dans le leurre, puisque là, on va regarder ce qui nous intéresse, etc. Et donc là, le cerveau va inévitablement construire, va s'emparer d'une volonté qui consiste à aller vers un avenir vers lequel il allait déjà. Le cerveau ne peut pas faire, le mental ne peut pas faire autre chose que ce pourquoi il est déjà programmé. C'est-à-dire le mental, c'est celui qui nous fait rester absolument sur les rails sur lesquels on se trouve déjà. Donc c'est un leurre que de construire sa volonté, de réaffirmer sa volonté sans qu'il n'y ait eu au préalable de mise à jour, sans qu'il n'y ait eu au préalable de connexion. Donc la volonté, oui, la volonté c'est important lorsqu'on est en train d'œuvrer, lorsqu'on est sur sa tâche, lorsqu'on est sur... comme on dit. Voilà, parce que là, on va poursuivre, mais ce n'est pas un moyen de créer, ce n'est pas un moyen d'aller vers le nouveau, ce n'est pas un moyen de changer son futur. On change son futur en étant non pas dans la volonté, mais exactement l'inverse. Ne plus être dans la volonté, il vaut mieux être il faut être dans le lâcher prise, dans le retour sur soi, dans la remise en question, etc. Et c'est seulement quand vient la mise à jour sous forme de la reliance qu'une nouvelle intention vient nous éclairer avec cette sensation de joie. Et là, seulement après, la volonté peut s'en emparer. J'ai envie qu'on termine et ce que tu dis m'amène à ajouter un H à humilité qui est harmonie. Parce que dans tout ce qu'on raconte, dans le fond, c'est la capacité d'être sur son X
en harmonie avec ce qui nous arrive de l'environnement. Mhm. L'environnement, cette réalité immatérielle dont on parle, avec les sentiments que ça génère, les émotions de joie que ça génère. Mhm. Alors, quand on dit suivre son cœur, l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment redonner les lettres de noblesse à ça, aux sentiments qu'on éprouve, comme d'un guide pour avancer. Le mot de la fin, si tu en as un. Mhm. Retour à cette notion de système de navigation avec laquelle on a commencé. Pour les auditeurs qui sont épris de science, de rationalité, etc., de logique, de cohérence, etc., la meilleure façon de concevoir notre vie, c'est de prendre cette image du système de navigation. Dont on a déjà parlé dans Voilà, une vidéo. cette vision cybernétique de la réalité où on est un pilote et on est embarqué à l'intérieur d'un système, ne jamais oublier qu'il y a un extérieur, d'accord, et qu'il y a une partie de nous-mêmes qui se trouve à l'extérieur et que c'est dans la communication entre les deux qu'on va pouvoir naviguer correctement. OK. Voilà. Une belle image, un pilote qui navigue. OK. Puis les gens qui nous regardent ont peut-être leur propre image aussi, qui donne un sens à leur expérience. Alors, on invite les gens à développer une image qui leur permet d'éclairer leur expérience puis de les guider dans le chemin à venir. Ben, merci, Philippe. Merci à toi, Lucie.